Bonjour à tous, c'est Lulu Casse-Fille. Bonjour Claire. Bonjour Aurélie. Pour le 4e épisode, nous allons tenter l'impossible de mélanger Kaka Fukaka et The Rise of Phoenixes. Et qu'est-ce qu'on a? Moon Lovers. C'est comme ça que tu le vois, toi. Ah bah c'est tout à fait comme ça que je le vois. Si on fait le pitch d'emblée, si on vous fait le pitch tout de suite, c'est une jeune fille du 21e siècle, suite à un accident tragique où elle se noie, on peut pas le dire autrement, se retrouve plongée, le terme va être répété plusieurs fois, dans le harem des beaux gosses avec des princes à numéro. Et la question c'est, peut-on survivre dans le complot de harem et les manigances pour obtenir un trône? La réponse est non. Et donc c'est pour ça que je dis Kaka Fukaka mélangé avec The Rise of Phoenixes, parce qu'au début t'avais la nana dépressive, elle a perdu son boulot, elle a perdu son mec parce qu'il la trompait. Bah c'est notre héroïne, c'est notre Eisu, on va avoir du mal avec les noms, avec les patronymes coréens de Moon Lovers. Et du coup c'est si tu prends l'héroïne de Kaka Fukaka et tu la colles avec Ningyi. Ouais. Bon, un Ningyi qui a pas peur de se foutre à poil, ce qui nous a pas trop fait, hein. D'ailleurs, on va lui reprocher, hein, Ningyi fait péter le kimono. Ouais, Chen-kun, c'est vrai qu'il a été avare de son anatomie. Très rapia, ça s'est vu. Ça s'est d'autant plus vu que dès le premier épisode de Moon Lovers, on a tous les princes à Walp, dans leur piscine privée, dans leur spa. Ah mais moi j'étais pas préparée à ça, hein. Tu m'avais pas préparée à ça, je m'y attendais pas. Non, je t'ai rien dit. Là j'avoue que après Kaka Fukaka, les boys band, c'est rassurant également. Il y a des côtés qui font penser à Kaka Fukaka dans le sens où il y a des moments vraiment très très drôles dans Moon Lovers, surtout dans la première moitié de la série. Surtout dans la première moitié, oui. La deuxième, tu rigoles moins. C'est vraiment goofy. Bon, bref, c'est vraiment drôle. Puis dans la deuxième moitié, on change de ton de façon assez radicale. C'est vraiment la douche froide. Hein. Ah ben, on reste dans la métaphore aquatique. Hein. Je pense que voilà. On pourrait dire aussi, hein, d'une certaine manière, que cette série, c'est histoire d'eau, de plein de manières. Enfin, bon, oui. Après, la torture, elle est plus sur nous que sur... sur les personnages aussi, hein, parce que c'est un peu, ça devient... Il y a un moment où ça devient un snuff movie, hein, quand même, hein. Donc bon, d'entrée de jeu on peut vous dire que c'est très très bien, que c'est probablement parmi le top des séries qu'on a regardé jusqu'à présent. C'est très très beau. C'est un autre environnement, hein. C'est-à-dire que c'est vrai que là on vous a déjà proposé 2 séries chinoises, une série japonaise, là la série coréenne, enfin encore une fois on a vraiment un des codes particuliers, un univers différent d'une production à une autre, hein. C'est vrai que l'ambiance coréenne n'est pas du tout la même que l'ambiance chinoise, la manière de jouer, la manière de filmer, ça n'a rien à voir. La bande son. La bande son, punaise. Moi, m'a plus sorti du truc qu'autre chose, hein. Mais ça, c'est très coréen aussi, hein. La K-pop sur des trucs historiques, moi, j'ai du mal, hein, mais bon. Alors, la bande son, effectivement, abordons-le d'emblée puisque d'habitude, on vous dit toujours les trucs qu'on a moins aimés en premier, puisqu'en souvent, on a quand même plus de choses qu'on a aimées. C'est vrai que la bande son, là, pour le coup, elle est schizophrène, parce que tu as à la fois de la musique originale très bien, qui est justement historique. Il y a des thèmes qui sont superbes. Moi, il y a des thèmes qui me font penser à Robin des Bois, Prince des voleurs. Oui. Je sais que c'est un film de la loose, mais la bande originale était très bien. C'est pas un film de la loose, c'est un de mes films préférés. Oh, attention, qu'est-ce que moi, tu dis? Moi, j'ai grandi avec Robin des Bois, Prince des voleurs. Bah, moi aussi. Poster dans ma chambre. Mon premier vrai crush, c'était Kevin Costner, quand même. Pareil. Donc, je suis désolée, je sais qu'il a mal vieilli, mais voilà, nous on l'avait bien aimé. Et c'est vrai que je t'avoue, moi, il y a les thèmes, là, notamment, il y avait certains thèmes, ça me fait penser à Robin des Bois. Et le premier thème de l'éclipse, il est très beau. Il y a plein de thèmes chouettes, mais c'est vrai que parallèlement à ça, tu as tout d'un coup, tu as ces chansons coréennes en plus mélangées avec de l'anglais, donc c'est Baby Boy, I Love You, I Miss You. Ooh, et là, Remember me, au pire moment, dans les scènes les plus prenantes où limite faudrait pas mettre de musique ou alors juste un truc en fond, etc. T'as cette espèce de truc qui arrive qui prend presque toute la place. Moi, des fois, ça me sortait des scènes. Et ça faisait marrer ma collègue parce que moi, c'est une série que j'ai vue il y a 1 an et je la regardais pendant ma pause déj le midi. Et quand elle entendait les chansons coréennes, elle était pétée de rire. Bah, le fait est que là, t'as intérêt à avoir tes oreillettes quand tu regardes. Hein. Oh et c'est vrai que je suis en train de regarder Empress Ki en ce moment, qui est très bien aussi. Et malheureusement,
c'est pareil, de temps en temps, il y a des thèmes, et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai honte et mon mari me chambre, hein, parce que, et c'est vrai que les chansons, tu te dis, putain, c'est cheesy, comme c'est pas possible. C'est insupportable. Alors, c'est vrai qu'en plus, comme ils ont parmi leurs acteurs un chanteur d'un boys band, c'était la première fois qu'ils jouaient dans une série. Alors, c'est vrai qu'en plus, ils sont vraiment à fond dans leur K-pop. Et l'héroïne, elle chante aussi. IU, ouais, c'est son nom, IU, donc pour les intimes, c'est son nom de scène. Elle est chanteuse de K-pop à la base, elle a été dans plusieurs groupes, etc. Et ensuite, elle a percé dans le cinéma ou les séries télé, en fait. Mais à la base, c'est une grosse star en Corée. Ils chantent pas, je crois, nos chanteurs dont tu parles, ils ont pas de... Non, et IU non plus n'a pas chanté pour la playlist K-pop de ce drama. Elle est juste actrice. À leur décharge, ça peut justifier cette playlist schizophrène, on va dire, dans le fait qu'après tout, on est sur un thème de voyage dans le temps et que c'est une jeune fille du 21e siècle qui est dans le passé. Donc, comme elle est du 21e siècle, après tout, tu pourrais avoir une bande-son du 21e siècle. Et elle se retrouve, elle, dans l'intradiégétique, à chanter des chansons qui sont des chansons contemporaines. J'imagine que elle se retrouve à chanter Joyeux anniversaire, qui fait l'émerveillement de nos princes coréens, tu vois, qui la trouve formidable. Avec sa petite chorégraphie du robot et tout. Et ils sont sidérés, les Coréens du 10e siècle, du Moyen-Âge. Disons que savoir si tu peux survivre dans cet environnement, la question reste pleine et entière. Mais disons que par contre, tu es sûr d'attirer l'attention de tout le monde. Alors elle a de la chance, elle n'est pas considérée comme une sorcière, mais par contre, tu seras phénoménal pour tous les mecs qui t'entourent parce que quelle légèreté, quelle fraîcheur, comme c'est rafraîchissant, comme tu vas faire rire le monde avec tes expressions étonnantes et tes envies de liberté et le fait que tu dises haut et fort tes opinions, voilà. Ouais, ça les envoie chier et tout, ils ont pas l'habitude, les femmes sont quand même plutôt soumises dans le harem royal, et elle arrive, elle dit je suis pas un objet, je suis pas un animal, tu dis pas que je t'appartiens, qu'est-ce que c'est que ce délire, et les excuses c'est quand tu veux et tout, et les mecs on leur a jamais parlé comme ça, ils sont sidérés, et ça c'est un des trucs qui m'ont un peu gonflé, c'est que vraiment il y avait un côté miel et les abeilles, dans le sens où à partir du moment où elle arrive, la Miss, tous les princes, ils ressentent quelque chose pour elle. Ils sont attirés comme des abeilles par le miel, quoi. C'est la Malorinata du... Et ça, des fois, ça m'a saoulée parce que ça fait presque Marissou, si tu veux. C'est un peu chiant, mais c'est un classique dans les dramas asiatiques quand même, C'est souvent Moi, comme j'ai ça. noté Blanche-Neige et les 7 princes, quoi, parce qu'ils sont 7. Et donc, oui, ils sont 7, c'est vrai. Ils sont plus nombreux que les abeilles d'AB Productions. Parce que techniquement, tu comptes jusqu'à 14, puisqu'il y a 14e prince. Bon, il y en a qui ont été clairement perdus en cours de route. Et d'ailleurs, vous allez en perdre quelques-uns en cours de route. Il y a eu de la mortalité infantile, très, très clairement. Mais bon, heureusement, on n'en a pas 14 à compter. On en aura que 7 à gérer. Et déjà, vous verrez que pour nos 7, des fois, on va être obligé de les appeler par des surnoms, par des numéros. Comme pour Rise of Phoenix, ils sont encore plus nombreux et surtout ceux-là, ils sont pas introduits progressivement. On les a tous dès le premier épisode, dès la première scène de spa. C'est mort, ils sont tous à Walp dans la piscine. T'as vraiment du mal à les reconnaître, parce que en plus, ils sont tous torse-poil, ils se ressemblent tous et ils sont habillés pareil. Le seul à la limite que tu remarques dès le début, évidemment, ça tombe bien, c'est notre héros masculin. Alors là, c'est bon, ils nous ont bien simplifié. Lui, il est pas à poil avec les autres, il a un masque. C'est bon, celui-là, on va le reconnaître. Il a un look distinct. Mais c'est vrai que les autres, au début, c'est interchangeable. Ouais, complètement interchangeable. Lui, c'est notre héros byronien, c'est notre Ben Solo, on va pas se mentir. Il sort complètement du lot et forcément... Les autres, je vais te dire, honnêtement, moi, jusqu'au dernier épisode, il y en a 2, je les confondais toujours. Il y en a un qu'on voit moins que les autres aussi. Au bout de 20 épisodes, il y en a 2, je les confondais encore, quoi. Ah non, mais alors pourtant tu devrais pas trop les comptes parce que pour le coup dire Blanche-Neige et les 7 princes c'est tout à fait parce qu'en fait c'est vraiment un prince une personnalité aussi c'est-à-dire t'as le musicien, alors, c'est pas Hatchoum, Dormeur et compagnie mais c'est pas loin quand même t'as celui qui fait de la musique, t'as celui qui est goofy, ça tombe bien, c'est celui qui est le chanteur dans la vraie vie, il y a le sérieux beau gosse qui va être notre premier love interest, ouais voilà avec ses yeux de cocker pendant tout le truc là, celui qui va être on y va en spoiler, on s'en fout donc celui qui va le 14e qui va être son mari à la fin. Puis il y a le méchant.
Il y a le méchant, c'est le 3e prince, le méchant. Ouais, il a les boucles d'oreilles et le maquillage. Il est que des méchants. Et il fait souvent des méchants, cet acteur-là, en plus. Je sais pas, il doit avoir la gueule de l'emploi, mais... T'as le prince héritier au tout début. Celui-là, on le distingue bien parce qu'il est rarement avec eux, vu qu'il est très malade. Il a une santé de merde. Et en plus, je crois qu'il a déjà la moustache. Pour le distinguer, parce que c'est le prince héritier. Comme il nous avait fait le coup dans The Rise of Phoenixes. Donc ça nous aide un peu à nous repérer, quoi. Bah, du coup, en fait, on a 8 princes, en fait. Parce qu'il y a les 7 plus le prince héritier. Il y en a 8 garçons qui sont encore en vie. Et une bitch, une garce, hein, bien sûr, la demi-sœur, qui est jouée par une excellente actrice qui est très très jolie aussi, et qui est une bonne garce comme on les aime. Hein, et... Moi, je vais l'appeler Yvonne, hein, parce que le nom c'est Yeon, mais j'ai du mal à le prononcer, j'ai décidé que ça allait être Yvonne. Ça lui va bien, Yvonne. On n'a rien contre si vous appelez Yvonne, c'est pas contre vous. Ah bah écoute, ma grand-mère s'appelait Yvonne, alors franchement, je peux y aller. Hein. Non mais on est dans une ambiance de palais. Alors c'est vrai que vous avez eu du mal avec Rise of Phoenixes ou avec 10 Miles. Bon courage. C'est du même tonneau. Hein. Il y a des reines, des concubines qui ont des enfants, ils se marient entre eux, entre demi-frères. Enfin, il y a un moment, tu finis par comprendre les subtilités. Hein. Si vous êtes nul en histoire ou en ce genre de complications généalogiques, hein, vous avez eu du mal à repérer qui était un Skywalker. Vous allez vite obtenir votre diplôme de généalogie à un moment. Bon, en tout cas, ce qu'on va conclure, c'était que vraiment ce système de polygamie est une merde, hein, parce que tu vois clairement les problèmes que ça fait. Alors, parce que déjà, le fait d'avoir plusieurs hiérarchies entre celle qui a le droit d'être impératrice, celle qui a le droit à un titre de consorte, celles qui sont encore en dessous, qui sont des dames de machin, plus la courtisane de base, et tout ça, ça a des gamins. Pensez qu'à un moment, ça va rester harmonieux, si tu veux, ça tient du délire absolu. Tout ce petit monde-là, en plus, parce qu'on est dans une ambiance où ça pose aucun problème de se marier entre frères et sœurs. Hein. L'endogamie, c'est super cool. Et c'est un fait historique, je suis allée vérifier justement sur la généalogie des premiers rois de cette dynastie. Donc c'est les débuts de la dynastie Goryeo. Ouais, attends, Goryeo. Goryeo, c'est ça. Et c'est un fait historique, hein, ils se mariaient bien entre demi-frères et demi-sœurs. C'est vrai que si on replace la série, donc c'est une série de 2016, et c'est un remake d'une série chinoise de 2011 qui était réalisée très bien, paraît-il. Ouais, qui est très bien, je l'ai vu moi, j'espère qu'on pourra un jour en parler, toi et moi, parce qu'en plus on pourra faire une comparaison, mais comme je l'ai vu, je peux déjà parler d'un certain nombre de points communs et de différences, donc on va avoir l'occasion de les placer. Et donc cette série de 2011, qui était réalisée par la même réalisatrice que 10 Miles of Peach Blossom, donc alors c'est vrai que si on compare, ça pique les yeux, hein, le look des princes. Ah, le crâne à moitié rasé et tout. Ouais, ils ont respecté la réalité historique. Hein. Et à l'origine, c'était une nouvelle, enfin un court roman d'un auteur qui s'appelle Tonghua, exactement, qui avait publié en 2005 et ça s'appelait Bubu Jingxin. Et ça a été adapté donc en 2011 sous le titre Scarlet Heart en anglais, mais Bubu Jingxin également. Et donc ça se passe au XVIIIe siècle en Chine. Oui. Et c'est pareil, c'est une jeune femme moderne donc qui se retrouve dans la dynastie des Qing suite à un accident de voiture. Et elle essaye d'ailleurs plusieurs fois de repartir parce qu'elle essaye de se souvenir des films de voyage dans le temps. Alors elle essaye de se faire écraser. Elle essaye de se faire écraser par un cheval, enfin, c'est bon, voilà. En mode un jour sans fin, hein, c'est ça? Exactement, oui, elle essaye de revenir, puis à un moment, elle a compris que ça allait pas être possible, donc elle essaye de faire avec, hein, et ça se passe, la nouvelle, ou en tout cas l'histoire, se passe sur vraiment beaucoup d'années. C'est-à-dire que quand elle se retrouve projetée dans le corps de quelqu'un d'autre, donc c'est une gamine de 16 ans dans la nouvelle, et donc il se passe au moins 20 ans, elle passe au moins 20 ans dans cette nouvelle vie ancienne, et ça se termine avec sa mort, hein, voilà. Et par contre, la série qui avait été réalisée, la série chinoise, terminée avec un cliffhanger, donc qui n'est pas dans l'histoire d'origine, mais qui a été créé pour la série télévisée, où elle retrouve effectivement, elle se réveille dans son corps de jeune femme du 21e siècle, traumatisée par son expérience, et puis elle va dans un musée qui fait une exposition sur la dynastie où elle a vécu pendant près de 20 ans de sa vie, on va dire, et elle se voit d'ailleurs en dessin, enfin elle revoit les différentes choses, les tableaux des princes. En fait, à un moment, elle lève les yeux et il y a un type qui est dans le musée qui est le sosie du 4e prince avec qui
elle a eu son histoire compliquée, on va vous raconter tout ça après. Et donc tu termines avec un cliffhanger de la mort qui tue que techniquement ils peuvent se retrouver dans le monde moderne. Et donc du coup ils avaient sorti en 2014 un Scarlet Heart 2, le retour, qui se passe dans le monde contemporain, que j'avais commencé à regarder parce que j'avais tellement bien aimé l'histoire que je veux voir ce qui se passe. J'ai décroché très rapidement et c'était pas bon. Donc je ne sais pas si ça se termine bien pour eux au 21e siècle, je leur souhaite. En tout cas, quand cette série de 2016, donc qui du coup est un remake de la série chinoise, il termine avec un cliffhanger plus ou moins, on va dire, c'est pas exactement la même fin, on pourra en discuter. Et beaucoup de gens espèrent encore une saison 2, donc en espérant que si jamais un jour ils font une saison 2, ce soit pas du tout le même scénario que celle qui a été torchée pour les Chinois, parce que ça ne fonctionnait pas. Je pense qu'ils ont été échaudés déjà par l'échec de la saison 2 en Chine, et puis par le fait que la série dont on vous parle aujourd'hui, Moon Lovers, a quasiment floppé en Corée en fait. Elle n'a pas très bien marché en Corée. Il y a eu une dégringolade d'audience. Par contre, elle s'est très très bien vendue en Chine, dans le reste de l'Asie et dans le monde occidental. Ça a été considéré comme un échec, alors que c'est une belle production. Contrairement aux Chinois, c'est pas filmé en studio, il y a du décor réel, c'est magnifique. C'est vrai que tu sens bien que le tourisme coréen, de la Corée, c'est très très beau. C'est vraiment très très beau. T'es pas dans du carton-pâte. Alors dans l'eau, il y a un parc à thème. Ils ont tourné dans un parc à thème. Ouais, mais sinon c'est des temples, ce sont des palais de l'époque plus récents ou restaurés, ou il y a des jardins magnifiques. Enfin vraiment la prod est très très belle. On est presque au niveau de Rise of Phoenix, je trouve. Les costumes sont très beaux. La photographie au sens large est très très belle. La palette, enfin vraiment la lumière. Il y a un beau travail qui a été fait à ce niveau-là. Ça fait pas mal aux yeux, ça pique pas les yeux. Peut-être, alors ce qui fait mal aux yeux, peut-être ce serait l'accumulation des gros plans visage. Alors ça va parce que la cosméto est passée par là, puis comme c'est une série qui est très axée sur la cosméto justement, tu sens que le placement de produits coréens arrive derrière, donc on va beaucoup qui leur a été beaucoup reproché, notamment par rapport au dernier épisode de la série. Exactement. Et c'est vrai que là tu le sens qu'ils vont vendre des fonds de teint et des fondus et des machins, parce que c'est vraiment des correcteurs et des anti-cernes et tout qui va bien. Et ça marche, parce que juste à ça, j'ai acheté mon correcteur Herborian, donc tu vois, je suis victime de la mode. Alors, moi, je leur donne ce crédit-là, que c'est une série quand même. À l'origine, c'est chinois, c'est une histoire chinoise. Ils sont arrivés à reprendre des éléments de l'histoire chinoise et de le mélanger de manière hyper intime, ça fonctionne super bien avec ce que tu as dit à un moment, Aurélie, c'est-à-dire leur histoire coréenne, ce sont des faits historiques, qui est donc cette histoire d'accession au pouvoir du 4e roi de l'ère Goryeo, donc Wang So, avant qu'il reprenne, que son nom de roi soit Gwanjang. Je sais pas comment on le prononce, mais Gwanjang. On va écorcher, vraiment, j'ai du mal avec les patronymes coréens, c'est pas toujours... C'est vrai, quand tu vas regarder l'histoire de cet empereur, de ce roi, le roi de Corée, ils ont vraiment repris des faits historiques, sauf que du coup, évidemment... Oui, le coup du voyage dans le temps. Enfin, je veux dire, si ça passe pour Outlander, ils vont pas nous faire chier pour Moon Lovers, tu vois. Bon, du coup, c'est vrai qu'on va tout de suite vous donner cet avertissement que quand vous allez tomber sur une série historique, qu'elle soit réelle ou pas, parce que Rise of Phoenix 6, c'était de l'histoire alternative, encore une fois. Bon, là, c'est des éléments d'histoire réelle, mais avec des éléments inventés d'histoire alternative. Bon, quand tu pars sur de l'historique, tu peux préparer les Kleenex, parce que généralement, ça ne se passe jamais bien, les gars. C'est tout. Ah, c'est la porte ouverte à tous les drames. C'est vraiment un drama, pour le coup. C'est-à-dire, on va revenir sur la question principale de Rise of Phoenix 6. Faut-il choisir entre l'amour ou le trône ? Il choisit jamais l'amour. Et même si tu choisis l'amour, t'as quand même toutes les considérations politiques derrière t'es un empereur, en fait, tu peux pas épouser qui tu veux, ou un roi, et tu peux encore moins épouser qui tu veux, qu'il y a les aspects propres au harem, qui fait que de toute façon, ils sont tenus d'avoir plusieurs enfants et de faire des alliances. Parce que par exemple, là on spoil, on s'en fout, Wang So, donc qui est notre héros byronien, le 4e frère, alias le loup,
qui est toujours habillée de noir, qui a une cicatrice, qui porte un masque, machin. Il finit par épouser sa demi-sœur, Yvonne, qui est une intrigante de première. En fait, elle aurait épousé n'importe lequel de ses demi-frères à partir du moment où c'était celui qui montait sur le trône, pour être très clair. Elle avait un pseudo-crush pour lui, mais lui, il la déteste, voilà. Et il accepte de lui faire un enfant, un héritier pour le trône, etc. Ils ont un fils ensemble. En fait, ils ont eu plusieurs enfants ensemble, en particulier des filles, des princesses qui sont mariées à droite à gauche. Et puis plus tard, pendant son règne, parce qu'il a régné très très longtemps, il a eu 2 autres reines. Bah la nièce déjà. Ah oui, c'est vrai. Oh, j'avais complètement oublié ça. Ouais. Et voilà, pour des alliances. Alors par contre, ce qui est intéressant dans le harem coréen par rapport au harem chinois, c'est que j'ai l'impression que dans le harem chinois, tu peux n'avoir qu'une impératrice et ensuite ce sont des concubines, plus ou moins hautes dans la hiérarchie. Un roi coréen peut avoir plusieurs reines. En fait, on va découvrir au fur et à mesure, vous allez voir, on va être incollables et vous aussi, d'ici un an sur les dynasties, le système matrimonial, la cosméto, les costumes. Voilà, tu te couches moins con quand même au fur et à mesure. L'avantage de regarder des séries historiques, c'est ça, surtout en plus quand c'est pas du tout ta culture et que t'as pas baigné dedans. Nous on débarque, pour bien des aspects, on débarque. Du coup, tout est exotique et t'apprends au fur et à mesure. C'est vrai que tu t'apprends plein de choses sur... Il y a plein de rituels. Et en plus, c'est vrai que pour le coup, cette série-là, elle est très axée sur un certain nombre de rituels. Tu vois passer des rituels religieux, des rituels de cours spécifiques, comme le fait de chasser les esprits ou de faire venir l'eau en période de sécheresse. Il y a les rituels autour du couronnement, là, avec cette magnifique couronne de pan de l'impératrice, enfin de la reine. Il y a... Bon, puis on a encore le chapeau de mouche, purée, moi je peux pas le chapeau de mouche, ça. Mais l'aspect rituel ou ritualistique du truc, je trouvais ça très intéressant. Et puis il y a le poids de la tradition dans le harem, il y a des choses qui se font et qui se font pas. Tu me diras, dans les harems du monde musulman, c'était pareil, mais par exemple, le roi ne peut pas épouser une femme qui porte des cicatrices sur son corps. Il faut qu'elle soit parfaite. Et à un moment donné, il y a 2 moments où ça a une importance capitale dans la vie de l'héroïne. C'est-à-dire que y a un moment, le père de tous les princes, le roi qui est en place au moment où elle débarque dans le passé, le père de tous les princes, il veut l'épouser, elle veut pas, ses 2 love interests ne veulent pas non plus, mais ils n'ont pas trop leur mot à dire. Et donc, pour éviter ce mariage forcé, le soir de ses noces, elle se taillade le poignet de telle façon qu'il y aura forcément une cicatrice. Et donc, du coup, le mariage est annulé, gna gna gna. Alors, ça a des répercussions pour elle, parce qu'il y a des moments où vraiment elle a une vie de merde quand elle est servante dans le harem et tout, enfin bon, bref. Mais le problème, c'est que quand le 4e prince, Wang So, alias Kylo Ren, devient roi à son tour, il peut pas l'épouser, sa chérie, parce qu'elle a cette cicatrice. Donc, ça se retourne contre elle des années plus tard. Et ça, c'est moche! Oh, c'est pas la seule raison, parce que comme il a dit à un moment, Osef, si tu veux, parce que lui-même a une cicatrice, chose qui n'est absolument pas présente dans la série chinoise. Ils ont vraiment... Alors ça, ils l'ont changé. Et puis en plus, c'est pas un fait historique, enfin, j'ai pas connaissance. Non, j'ai rien lu dans ce sens non plus. Non, puis on voit les portraits, c'est vrai que heureusement que tu peux changer, parce que là, les boys bands, si ils avaient suivi leur portrait de l'époque, ça fonctionnait pas. Ça envoie moins du rêve, hein. D'ailleurs, quand elle va justement à la fin dans le musée regarder les tableaux d'époque, heureusement que c'est pas les vrais tableaux d'époque, parce que elle l'aurait pas reconnu, son chéri, hein. C'était pas le même. Comme c'est sorti finalement après Star Wars. Surtout que c'est la même dynamique entre Wang So et l'héroïne que entre Kylo Ren et Rey. C'est du Reylo, hein. Et moi, c'est grâce à Reylo que j'ai appris la connaissance de cette série, que je l'ai regardée, parce qu'en fait, c'était Otse qui avait fait ce méta magnifique sur les archétypes de l'usurpateur et de la Sainte Mère, qui sont des archétypes qui peuvent s'appliquer à Rey et Kylo. Et il y avait quelqu'un sur Reddit qui lui avait demandé d'autres œuvres de fiction où on retrouvait cette dynamique. Et elle avait indiqué Moon Lovers. Et je confirme, hein, on a vraiment une dynamique qui est très très proche de ce qu'on a, de Reylo. C'est-à-dire que tu as une vraie dynamique d'ennemi à amant, parce que c'est vrai qu'il commence... Parce qu'on rappelle qu'ennemi à amant, c'est pas juste au début, quand t'es ennemi, tu te choucroutes, tu n'es pas tout à fait d'accord. Là, vraiment, menace de la tuer plus d'une fois, puis leur rencontre qu'on vous avait déjà mentionné dans notre série sur Flop sur la Chine. La galanterie est morte, hein, comme tu l'avais si bien noté dans le montage. Et puis, oui, au début, tu sens qu'il a une attirance pour elle, mais c'est pas clair. De toute façon, ils ont une relation qui est très trouble jusqu'à ce qu'ils mettent les choses, qu'ils finissent par verbaliser les choses
très tard dans la série finalement. Mais petit à petit, elle va l'apprivoiser parce que c'est la seule à pas flipper de sa cicatrice. Elle vient du 21e siècle, pour être sa cicatrice, s'en fout, c'est rien quoi. Ah mais lui il tombe amoureux d'elle très vite, c'est elle qui met du temps parce qu'elle est au début comme l'oiseau qui vient d'éclore, le premier qu'elle voit à l'arrivée c'est le 8e prince, celui qui est censé être son beau-frère dans l'histoire, puisque du coup quand elle arrive dans sa nouvelle identité, où elle est censée être un peu plus jeune parce qu'elle est là en train de s'émerveiller sur le fait qu'elle a une peau plus jeune, plus ferme, plus fraîche. On dit franchement la cosmétique est très importante dans cette série. Et donc du coup elle a une sœur. Elle est rattachée à la maison de du 8e frère parce qu'il a épousé cette femme extraordinaire qui malheureusement va pas faire long feu. En général, elle était trop pure pour ce monde. Elle meurt assez vite, mais c'était vraiment un personnage d'une douceur, machin. Et en fait, donc elle est rattachée à la maison du 8e prince, qui au départ a l'air d'être le gentil, l'intellectuel, posé. Le poète. Voilà. Donc elle flash sur lui. Ils ont une amitié amoureuse en tout bien tout honneur, bien sûr. Et puis dans le même temps, elle a des sentiments très ambigus vis-à-vis du 4e prince, donc notre Kylo du coin là, parce que il est... c'est une relation trouble, il est en mode prédateur quand même. Et dans le même temps, elle ressent beaucoup d'empathie pour lui parce qu'elle devine sa souffrance. Quand elle voit comment les gens le traitent à cause de sa cicatrice, et puis elle se rend vite compte qu'il y a une relation à la mère qui est très compliquée. La bitch qui est vraiment plus toxique que moi, tu meurs. Enfin, c'est une catastrophe. C'est quand même elle qui lui a fait sa cicatrice à l'œil au gosse à la base. Puis ensuite, elle s'en est débarrassée. Il est allé il a servi d'otage, comme ça se faisait même dans l'Antiquité européenne. Dans une autre tribu en termes de gage de bonne entente entre les clans, et il a dû se battre pour se défendre. C'est devenu un guerrier très féroce, il est tout le temps habillé en noir, machin, il est baptisé le loup, enfin bon, c'est le grand méchant loup par rapport à l'autre qui a l'air d'être le prince charmant, le doux rêveur. Et puis bien sûr c'est pas aussi simple que ça, donc voilà notre triangle amoureux qui est posé assez tôt dans la série, même si elle met du temps à éprouver les mêmes sentiments que Kylo pour lui quoi. Ah oui, parce que c'est la gentille fille, elle fait des choses, elle est bienveillante avec tout le monde en fait. Comme tu le dis, elle crée une connexion avec chaque prince, elle leur rend des services avec... Pas toujours amoureux, il y en a qui la voient comme une grande sœur. Une confidente. Bon, il y en a quand même, elle en a quand même 1, 2, 3, 4 qui tombent amoureux d'elle. Ça fait quand même 4 sur 8, elle a déjà la moitié si tu veux. Non, juste pour dire que le prince héritier s'en fout, et le 3e prince, celui qui est méchant, lui, s'il pouvait s'en débarrasser, ceux-là, ils s'en foutent complètement d'elle. Il y a l'autre aussi, là, celui qui est avec la suivante. Ah oui, il y a celui-là qui est une pourriture finie aussi. Ouais, mais on le voit quasiment pas, lui. Moi, je t'avoue, je l'avais complètement zappé. Pour le coup, il est plus dans le décor qu'autre chose. Après, bon, c'est vrai que le reste du temps, quand ils sont en costume, c'est sympa de leur mettre des couleurs. Et on peut dire que c'est bien les séries asiatiques pour ça, c'est-à-dire que ça te permet de redéfinir la notion de la masculinité, parce qu'ils n'ont pas du tout la même vision de la masculinité. Donc non, les princes, ça les gêne pas d'être en rose, d'être avec des jolies couleurs pastel. C'est vrai que t'as l'impression que c'est une pub pour la durée la plupart du temps. T'as des jolis roses, des jolis verts, des jolis violets. Pour les yeux, c'est un vrai bonheur. On dirait un peu le Marie-Antoinette de Coppola, quoi. C'est vraiment, les couleurs, la durée. Et même Wang So, qui commence habillée en noir avec son masque, suite le fait qu'elle l'apprivoise, qu'elle n'ait pas peur de lui, il va finir par tomber le masque, littéralement. Et il y a des scènes où il porte du rose. Et ça n'enlève rien à sa masculinité du tout, Ça reste un love interest tout à fait acceptable. Des Occidentaux vont te dire qu'ils sont pas très masculins. C'était une des critiques qui avait été faite, entre guillemets, c'est-à-dire à la réception de la série, c'était que c'était un peu un Boys Over Flowers à l'époque Goryeo, qui est une très bonne série qui est adaptée dans tous les pays, avec des remakes, des machins, enfin dans tous les pays asiatiques, s'entend. Donc forcément, on va vous proposer un, voire deux de cette histoire-là, qui a un peu orgueil et préjugés dans une école, dans un lycée coréen, japonais ou chinois, vous choisissez celui que vous voulez, mais bon voilà. Et c'est vrai qu'il y a ce côté un peu, là la fille qui débarque avec le F4, là, avec tous les garçons super riches qui, à un moment ou à un autre, créent un lien avec elle, et c'est un petit peu, comme tu l'as dit, le miel et les abeilles. Elle est gentille, elle a du cœur, mais elle s'en laisse pas compter, et elle ouvre sa gueule, quoi. Donc, alors, dans Moon Lovers, c'est dû
en partie au fait que c'est une femme du 21e siècle. Donc évidemment, entre le 10e et le 21e siècle, les droits des femmes ont fait des progrès assez spectaculaires, qu'il y a plein de choses qu'elle laisse pas passer, et eux, ça les intrigue. Et puis elle est intelligente, elle est cultivée. Il y a quelques fois où elle manque de vent de la mèche quand elle dit des choses qu'elle n'est pas censée savoir au 10e siècle. Il y a des mots qu'elle emploie qui ne sont pas entrés encore dans le vocabulaire du 10e siècle, donc à un moment donné, on la soupçonne d'être une espionne. On se dit ça doit être des mots de code chinois ou je sais pas quoi, elle bosse pour l'ennemi, parce qu'en fait ce sont des mots modernes, donc ça lui joue quelques tours, mais globalement elle s'adapte vite à la nouvelle époque dans laquelle elle a été propulsée, heureusement pour elle. Elle s'adapte même très très vite, parce qu'à un moment j'ai envie de te dire que tu oublies le facteur voyage dans le temps, il zappe complètement, c'est-à-dire que je trouve que très rapidement elle essaye même plus de regagner son époque, parce qu'en plus cela dit, elle a compris en discutant avec l'astronome, parce que donc il y a quelqu'un qui a eu la même chose qu'elle, qui est que tu crèves et tu te réveilles dans le corps d'un autre, dans un autre temps. Bon, sauf que là, c'est un chassé-croisé avec l'astronome qui, lui, est de l'époque du 10e siècle et d'origine, et il se retrouve après au 21e siècle, ce qui lui permet après, façon Nostradamus coréen, quand il reprend son corps du 10e siècle, de la jouer Léonard de Vinci avec ses lunettes, parler des avions et des... donc voilà, elle a des dons de divination, ce garçon. Mais très rapidement, j'ai envie de dire, son côté 21e siècle, il passe à l'as. Et je trouve que même au début, tu dis, c'est vrai qu'elle rentre dans l'art au début, elle est très combative. Et au fur et à mesure, elle a plus la niaque. Elle devient plus Scarpette quand elle commence à en prendre plein la gueule. C'est ça. Ouais. Déjà, c'est vrai qu'elle est torturée à un moment, donc elle a un handicap à vie au niveau du genou. Elle boite. Elle a été torturée et ça a été mal soigné, donc il y a des conséquences à ça. Et en plus, le fait d'être dans l'inquiétude permanente, parce que la vie de cour est une vie stressante. Et donc du coup, en fait, elle devient cardiaque, quoi, j'ai envie de dire. Et si bien qu'elle doit avoir, parce que c'est pas aussi long au niveau du temps que la durée qu'on passe dans la version chinoise, mais disons qu'elle débarque en 941. Je me souviens pas s'il y a une date de fin. Je sais que Guangzhong, il accède au trône en 947. Donc déjà, il y a 6 ans entre le moment où elle débarque et le moment où le 4e prince devient roi. Et donc, elle doit mourir probablement pas trop longtemps après, genre 1 an ou 2 après, même pas, parce qu'il y a le temps d'avoir le bébé. Donc en fait, elle va passer 7-8 ans, 6-7 ans à peu près dans ces eaux-là, au 10e siècle. Coincée dans le palais avec toutes les intrigues, où elle est souvent prise entre... Elle meurt, elle a une vingtaine d'années. Elle a même pas 30 ans, puisqu'elle a intégré le corps d'une jeune fille. Oui, c'est vrai que finalement, elle s'est adaptée un peu vite. Il y aurait pu y avoir plus de jeux sur le décalage. Le problème, c'est qu'après, il se passe tellement de choses avec... Il y a des ruptures de ton qui sont parfois... vraiment, ça commence tout joyeux, ils sont tous amis, ils font des jeux où ils sont montés sur les épaules les uns des autres, machin, tout va bien pour les frères. Et puis petit à petit, la guerre pour le trône, pour le pouvoir, la soif de pouvoir, les triangles amoureux, etc., les guerres intestines avec les clans d'origine, par exemple, des concubines de leur mère, c'est toujours ça qui fout la merde, ça ruine complètement cette entente qu'ils avaient au moment où elle est arrivée. Et on peut le dire, ils clament tous les uns après les autres, c'est-à-dire que personne n'a de happy ending là, aucun frère. Ils meurent pas tous, puisque à la fin on en garde quelques-uns vivants, mais disons que déjà on peut dire qu'il y en a aucun qui a une histoire d'amour satisfaisante, parce qu'en dehors de l'héroïne, il y en a certains qui ont des histoires secondaires, et il y en a aucun qui se retrouve avec la personne qu'il aime de manière heureuse. Mais il y a 20 épisodes, donc pour vous, parce que c'est vrai que ça compte quand même le temps que vous pouvez consacrer à une série. Donc on est sur 20 épisodes d'à peu près 1 heure chaque, comptez 20 heures. Sur votre temps. Et c'est vrai que, tu vois, ce que tu dis déjà avec la bande-son qui était schizophrène, d'une certaine manière, on pourrait dire ce que tu viens de dire, Aurélie, que l'histoire, elle est un peu schizo aussi, dans le sens où ou en tout cas biface, parce que t'as la première partie plus légère, on va dire, et après, où ça dévolue en mélodrame. En vraie tragédie grecque, c'est du très très lourd, parce qu'il y a quand même beaucoup de... il y a des assassinats. À un moment donné, Wang So est obligé de tuer un de ses frères, mais il le fait par amour pour ce frère.
Parce qu'il lui demande. Il n'a pas le choix. C'est le frère, le jeune frère, le petit jeune qui était tellement choupi, qui lui demande de l'achever. Donc il le fait, mais alors c'est... genre le Wang So, il n'a pas assez souffert dans sa jeunesse et toute sa vie, quoi. Ça continue à être la merde. Enfin bon, bref, quoi. Et les rares moments où il est heureux, c'est quand il est avec l'héroïne, quand elle l'aide à remonter dans l'estime de son père et du peuple. Bah, tu as évoqué tout à l'heure les rituels pour faire revenir la pluie. À un moment donné, il y a des sécheresses, il y a une sécheresse pas possible, et il est du rôle de la famille royale d'intercéder auprès des kami, enfin je sais pas l'équivalent coréen, pour faire venir la pluie. Ah bah oui, c'est les fils du ciel en même temps. Hein. Il essaye une première fois et ça échoue. Il se fait jeter des tomates pourries et des machins, ça échoue. Il réessaye une deuxième fois et là, cosmétique alerte, elle a mis au point un fond de teint pour cacher sa cicatrice et ses crèmes, etc. Alors, on a oublié de préciser que l'héroïne, quand elle était au 21e siècle, elle travaillait dans les cosmétiques. Et donc, elle fait des crèmes teintées, etc. pour camoufler vraiment la cicatrice qu'il a sur l'œil. Et là, il déclenche la pluie. Et c'est le moment où elle a une vision. Elle comprend que c'est lui qui va monter sur le trône et que ça veut dire que ses frères vont mourir. Il va pas comprendre parce que pendant une période, elle va le fuir, elle va être terrifiée de ce mec qu'elle commence vraiment à aimer parce qu'elle a compris que son accession au trône impliquait le fait que tous ses frères allaient mourir. Elle croit que c'est lui qui va tous les tuer. C'est la petite entourloupe avec l'histoire, parce que c'est vrai que quand elle débarque, elle avait un boulot dans la cosmétique, mais visiblement, c'était pas nécessairement une flèche à l'école. Elle écoutait pas particulièrement ses cours d'histoire. Et donc, du coup, elle maîtrisait pas son histoire de Corée, la jeune fille. Et donc, quand elle débarque là-dedans, elle est en train d'essayer de se souvenir de quelques faits historiques pour arriver à survivre là-dedans. Parce qu'elle est contente, elle voit débarquer Taejo, donc le premier empereur de la dynastie Goryeo, donc à fonder finalement le royaume de Corée. Donc elle dit c'est bien, d'habitude je le vois que dans des dramas à la télé, là je le vois en vrai, ça va me changer. Et donc elle regarde ça un peu, puis elle essaye de se souvenir de quelques faits du truc. Et alors ça du coup ils l'ont remodelé évidemment comme ils ont dit, ils ont pris des libertés avec l'histoire. L'empereur Gwangjang, dans son souvenir, c'était un roi, faut que j'arrête avec empereur, extrêmement cruel, qui a tué tout le monde, qui a tué effectivement ses frères, ses neveux, et qui a été un dictateur. Bon, sauf que quand tu regardes les renseignements sur Gwangjang, après, qu'il y ait eu des moments où il était un petit peu abusif, passons peut-être, mais ça a été plutôt un réformateur. C'était un réformateur qui notamment a introduit l'émancipation des esclaves, qui a muselé les nobles. Uh-huh. Et qui leur a enlevé du pouvoir et qui a été plutôt un bon modèle. Je crois que son nom signifie le brillant, ou il me semble comme ça. Le nom posthume qu'ils lui ont donné, je crois que c'est un truc comme ça, particulièrement auspicieux. C'était un petit peu le roi soleil, voilà. Ouais, c'est ça, exactement, c'est le Louis XIV coréen. Et donc du coup, en fait déjà, il y a un postulat de départ dans l'histoire qu'elle veut éviter d'avoir un empereur, un roi tyrannique. Sauf que du coup, son influence est censée faire en sorte que ça devienne un roi positif, ce qui devient effectivement, mais ce qu'il est dans l'histoire. Donc là, ça sous-entendrait qu'elle aurait eu une incidence sur l'histoire, qu'elle aurait changé l'histoire. En voulant l'éviter, elle a changé l'histoire. Parce qu'elle a changé ce mec, en fait. On tourne encore tu l'as dit, sur un fils à maman, on va s'en sortir de ces pauvres garçons qui ont des problèmes avec leur maman. Parce que c'est vrai que lui, il cherche à se faire aimer par sa mère. Quand il revient finalement dans sa famille, qu'il n'a pas vu depuis des années puisqu'il avait été envoyé en otage. Donc la première chose qu'il fait, c'est d'acheter une broche de cheveux pour sa mère. Et bon, les broches de cheveux, encore une fois, hyper important dans les séries asiatiques, les broches de cheveux. Ah oui. Ça a son poids parce que les cheveux, il y a plein de cultures, mais c'est vrai qu'il y a tout un... Selon que tu portes les cheveux, ça dit si tu es une fille à marier, si tu es une femme mariée, ce que tu mets dans tes cheveux, tout l'érotisme lié à la coiffure, à qui peut te voir en cheveux longs, qui peut toucher tes cheveux, encore une fois... Et donc il avait acheté une broche pour sa mère et il peut pas lui donner parce que sa mère c'est une saloperie et elle arrive pas à gagner l'amour de sa mère. Il se retrouve finalement à tomber amoureux d'une femme qui est l'opposé de sa mère, qui est douce, qui est une nourricière, qui s'intéresse à lui, qui va le valoriser, etc. Mais dans son malheur, il va se retrouver à épouser une femme qui est comme sa mère. Ouais. Et c'était intéressant de voir d'ailleurs justement la manière dont ils ont mis ça en scène, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, elle devient Yvonne, elle devient la femme qu'elle détestait le plus. Oui. Parce que
la reine, elle a passé son temps à faire chier sa mère, si tu veux, parce que forcément, il y a toutes les jalousies, les guerres intestines au sein du harem. Mais en fait, elle rentre vraiment dans ses pas, parce qu'elle a la même façon de voir le monde, elle a les mêmes manigances, et puis on la voit dans le même bain, parce qu'encore une fois, la cosmétique, dans son même bain de pétales de fleurs et de roses, il y a les mêmes plans exactement, donc en fait, il a épousé sa mère. Donc c'est bien, son rêve est devenu réalité, mais c'est un cauchemar. Il n'a pas le choix, c'est la raison d'être. Ouais, je sais que c'est un truc qui hérisse beaucoup de gens qui ont vu la série et qui donc sont pas dans les implications historiques, parce qu'encore une fois, fait historique, cette reine-là, elle a existé. Ah oui, elle est documentée. Excusez-moi, elle lui a fait des gosses. Il en a fait au moins 4 ou 5. Mais donc c'est vrai que quand tu regardes la série et que tu es du point de vue de l'héroïne et que tu t'es attaché évidemment à ce couple qui, bien que la série est floppée, ils avaient eu des prix donc meilleur couple, parce que c'est vrai que l'alchimie fonctionne très bien. Oui. Et voilà, vraiment tu les ships à fond. Hein. Et c'est vrai que du coup c'est un peu violent vu l'amour qu'il a pour elle que non, il lui fait quand même un gosse à l'autre et il l'épouse quand même et puis voilà, d'autres femmes derrière, elle te dit putain le bâtard, c'est pas Ningyi qui aurait fait ça. Hein. Parce que moi, au jour d'aujourd'hui, tu me convaincras pas que Ningyi, il a eu des enfants, tu vois. Je suis sûre qu'il s'est pas marié derrière et qu'il a fait en sorte qu'après, il a donné son trône, je sais pas, moi, à un autre qu'il a choisi. Enfin, ça se voit dans d'autres séries, hein. Il y en a plein d'autres séries dont on va pouvoir discuter après. Par exemple, là, je peux pas le dire parce qu'Aurélie l'a pas encore vu et qu'elle aime pas les spoilers. Mais il y a une autre série où tu vois, tu sais que le mec, il avait un amour et il s'est pas marié, il a laissé le trône après un cousin, un neveu. Ça veut dire que Ningyi, il est mort puceau comme Kylo Ren? Ouais, j'y crois, moi. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je le vois pas épouser quelqu'un derrière. À mon avis, il le fera pas. Pour la raison d'État, pour ses peuples, il le ferait, moi, je pense. Non, moi, je crois pas. Je pense qu'il aura un autre système, ou en tout cas, même s'il les épouse, il leur fera pas des gamins. Je suis sûre de ça, moi. Alors, en plus, je peux le dire parce que c'est pas une vérité historique. Alors, si tu veux, c'est ça l'avantage des versions alternatives par rapport à quand tu prends la vraie histoire. C'est vrai que là, du coup, pour les Coréens qui connaissaient leur histoire, ils savaient très bien que ça allait se terminer comme ça. Pour eux, il n'y avait pas de suspense. Oui, et parce qu'ils étaient meilleurs élèves. Ils savaient qu'Yvonne, elle allait finir sur le trône. Voilà, exactement. Ils ont un peu plus écouté en cours d'histoire, tu vois. Moi, j'ai bien aimé la relation aussi entre l'héroïne et comment elle s'appelait, la femme qui dirigeait le harem. La Dame O. Ça a un nom, tu vois, qui va très bien avec le reste de la série. La Dame O, c'est histoire d'eau. Si aussi, elle devient comme elle, c'est-à-dire ça devient un peu une mère de substitution et elle se retrouve à prendre sa place. Et cette dame-là, elle a une histoire qui préfigure déjà celle de l'héroïne, puisque en fait, elle a connu le roi quand il n'était pas encore roi et qu'il n'était pas en position de le devenir. Ils étaient amoureux et puis quand finalement il a préféré le trône, il pouvait pas du coup l'épouser pour des raisons d'État. Il a dû épouser la Beach One là, et puis d'autres derrière et du coup elle a jamais eu un statut à part. Elle se retrouve à juste à être là, à lui faire la barbe et lui laver les cheveux et préparer les médicaments, les onguents, les cosmétiques pour le harem. Quand l'héroïne se retrouve à devoir entrer au service du harem, elle est très rapidement Dame O. Au début t'as l'impression qu'elle l'aime pas et en fait si elle la prend sous son aile et elle voit que l'autre elle est compétente, elle connaît les produits cosmétiques, elle connaît les plantes, elle connaît les graines et donc elle commence à faire des mélanges, des thés aussi, ce sont elles qui préparent le thé et donc à un moment donné l'héroïne elle est accusée d'un truc qu'elle a pas commis, je crois que c'est le meurtre du prince héritier qui en fait a été empoisonnée et Dame O, qui elle aussi est trop pure pour ce monde, porte le chapeau, s'accuse à la place de l'héroïne et elle est pendue à sa place, ce qui donne lieu à une scène d'une beauté. On va en parler parce qu'effectivement c'est une scène superbe, mais par rapport à porter le chapeau, ça aussi, parce que tu vois le fait qu'elle elle s'accuse parce que de toute façon, déjà elle veut sauver cette personne qui est sa fille de substitution, puisque à un moment elle était enceinte du roi et elle a perdu le gamin parce que la reine, la Beach, la Queen Beach, évidemment ne voulait pas avoir de compétition et elle savait qu'elle n'était pas numéro 1 dans le cœur du roi. Et donc du coup, elle lui a empoisonné son thé matinal anti-nausée et elle a perdu son bébé. Et elle n'a jamais eu d'eau. Du coup, en plus, elle est malade. Elle est en phase terminale à un moment donné. Elle est en phase terminale, ouais. Mais ils sont tous malades. Ils sont tous malades parce que là, il y a une telle atmosphère délétère à la cour qu'ils développent tous des maladies plus ou moins psychosomatiques. Hein. J'ai envie de dire que là, pour le coup, entre le prince héritier qui souffre d'eczéma,
ils deviennent tous fous en approchant du trône. Oui. Ils partent tous en sucette, ceux qui finalement montent sur le trône. Et puis les autres femmes du palais se retrouvent avec des maladies chroniques. Parce que le stress est tel, la pression est telle, et l'influence néfaste de la Beach Queen est telle que, en fait, elles tombent toutes malades. Et tu vois, il y a aussi la femme du 8e prince qui a également une santé fragile, probablement parce qu'elle est également malade d'amour d'une certaine manière. Je crois, non, c'est ça, c'est les poumons qui lâchent. Oui, mort de consomption. Qui avait vu clair de ce qui se passait entre eux et qui cède la place, elle meurt, mais elle sait très bien qu'elle cède la place et elle le fait de bonne grâce. Enfin, je veux dire, c'était quelqu'un de vraiment très généreux. Encore une fois, elle est trop pure pour ce monde, les deux, Dame O et elle, voilà, quoi. Et le 8e prince, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant de voir à quel point, après la mort de sa femme, le triangle amoureux et puis ensuite les guerres intestines pour avoir le trône, ça l'avait complètement perverti, ce mec. Ça devient une vraie pourriture, un manipulateur de première, quoi. Ça devient l'antagoniste principal. Ah oui, il fout la merde dans ton OTP, lui aussi, dans le genre. Oui, aussi, mais tu vois, bon, du coup, la Dame O, effectivement, elle devient comme elle, parce que donc elle prend sa place après dans le jacuzzi de la cour. Donc elle a les mêmes vêtements, elle fait les mêmes, elle va avoir les mêmes activités. Enfin, on la voit vraiment prendre la place. Et comme elle, il y a la question de l'enfant. Alors, dans la version chinoise, dans le récit d'origine, pareil, elle perd le bébé. Elle a pas de bébé, Là, ils ont choisi de nous garder l'enfant. Bon, ok, très bien. Mais du coup, par rapport au parallèle avec la Dame O, tu vois, ça aurait été intéressant parce qu'elle avait la même trajectoire et elle meurt également de chagrin, j'ai envie de dire. Parce oui, clairement, c'est le cœur qui a lâché. Ça l'a miné complètement. Sa grossesse, ça l'a beaucoup fatiguée. Alors à ce moment-là, lui, il est monté sur le trône, il l'a chassé et elle épouse un autre prince qui est très gentil. Alors c'est un mariage de convenance. L'autre prince l'épouse juste pour la mettre à l'abri. Il sait très bien qu'elle ne l'aime pas, il ne l'aime pas non plus. Ah non, pas du tout, il est amoureux d'elle. Ah il est fou amoureux d'elle. Ah, moi, j'étais oui, il est amoureux d'elle. Il avait gardé, il avait gardé c'est le dernier, c'est justement le petit frère de Wang So. Ils sont de la même mère. Il se fait attaquer dans la forêt, elle le sauve, et puis elle le prend dans ses bras en lui disant, oh là là, tu es tellement... Et donc, évidemment, les contacts physiques à cette époque-là, c'était très limité. Et je pense qu'il a craqué à ce moment-là où elle l'a pris dans les bras, et tu vois, comme le petit oiseau, tu vois, qui a fait un imprint à partir du moment où... donc, il a jamais... donc, il la demande à son frère, il a demandé à un des frères qui est roi à un moment, il lui demande de l'épouser, il dit qu'il a un truc qu'il a toujours voulu, c'était elle. Mais par contre, il respecte son choix, donc il dit si un jour tu veux quitter le palais, parce qu'à ce moment-là, il sait qu'elle est avec Wang So, donc il dit si tu veux quitter le palais, je viendrai te chercher. Oui, il aime la vraie, mais il est amoureux d'elle. D'ailleurs, c'est le fait qu'il soit amoureux d'elle qui va aussi foutre la merde dans l'OTP. Donc j'étais restée sur... peut-être parce que mon impression d'il y a un an, c'est que il savait qu'il y avait aucune chance entre eux et que du coup, elle l'aime comme un petit frère. C'est peut-être ça qui m'a... Ah oui, elle l'aime comme un petit frère, un gamin. Mais lui, il l'aime vraiment. Et d'ailleurs, quand justement, à la fin, puisque là, du coup, on va se projeter à la fin, quand elle meurt et qu'il se retrouve avec les cendres de Eso, donc du coup, le 4e prince vient récupérer les cendres, il veut pas les lui donner. Il s'est dit, c'est ma femme. Ouais. Il veut pas les donner. Alors par contre, il gardera la gamine qu'il va élever comme sa fille. Donc... Je crois qu'il élève la gamine aussi pour la mettre à l'abri, parce que finalement, Wang So, donc le 4e prince, qui est devenu roi, il rencontre sa fille, la fille qu'il a eue avec l'héroïne. Des années après, il comprend, elle est belle cette scène d'ailleurs, il comprend que c'est sa fille, donc il est très très ému, mais il comprend aussi qu'elle sera plus heureuse et qu'elle sera à l'abri en vivant à l'extérieur du palais, avec son frère qui est donc son père, que c'est ce qu'il y a de mieux pour la gosse, quoi. Qu'elle soit pas dans le palais, qu'ils la reconnaissent pas en fait, publiquement. Il le comprend que c'est sa fille grâce à deux choses, c'est-à-dire il y a le fait qu'elle porte la broche qu'il avait donnée à Eso, donc alors une broche qui d'ailleurs a été dessinée par l'actrice. Elle est très jolie cette broche. Et donc c'est vrai que c'est un des enjeux, encore une fois les broches à cheveux très important, donc il veut absolument lui donner cette broche, il dit écoute si tu l'aimes pas t'auras qu'à l'acheter, elle la garde, elle refuse de la mettre, en fait elle le met le jour où elle pense qu'il va la demander en mariage, et puis on a nos complications à la Rise of Phoenixes qui arrivent, qui font que c'est jamais le bon moment, qui fait que non il peut pas l'épouser à ce moment-là, et c'est vrai que du coup cette broche, quand il la voit dans les cheveux de la
gamine, il comprend que c'est la fille de Esu, et peut-être après, en refaisant le compte, il se dit, ah mais attends, vu son âge, peut-être qu'il y a des chances que ce soit la mienne, parce qu'effectivement, elle lui a pas dit qu'elle était enceinte, donc il savait pas. Et quand elle a voulu lui dire, bizarrement, elle lui a même pas écrit finalement dans les lettres, parce qu'elle lui a écrit plein de lettres qu'il n'a jamais ouvertes, parce que le frère était passé par là. Et pensant bien faire. Comme elle a appris, elle a dû réapprendre à écrire, parce que très clairement, ça a l'air d'être des idéogrammes plus chinois que coréens. En tout cas, peut-être que c'est des idéogrammes de l'époque, je sais pas, c'est peut-être de l'ancien. Du vieux coréen. Mais en tout cas, ça ressemble pas au coréen moderne, comme tu le vois dans les sous-titres ou dans les panneaux. Donc du coup, elle doit réapprendre à écrire. Elle arrive finalement dans ce monde en statut d'analphabète. Et elle doit réapprendre tout ça. Et notamment, elle copie sans arrêt. Alors ça, c'est quelque chose qui est très joli aussi. Elle se retrouve à copier un poème qui lui donne à un moment où leur amour est impossible, qui est encore un poème sur la métaphore aquatique, qui est je suis allée m'asseoir au bord de la rivière, mais des nuages sont arrivés. Bon, alors après, voilà, c'est tout le côté hermétique, on va dire, des poèmes asiatiques, et débrouille-toi avec ça. Mais du coup, elle trouve ça... C'est ça. Mais du coup, elle trouve ça très beau et elle passe son temps à recopier. Au début, tu la vois en papier calque, à refaire la manière dont il écrit. Donc en fait, elle écrit comme lui et on dirait l'écriture du roi. Et du coup, lui, pensant bien faire, il dit effectivement, les gens vont trouver ça bizarre si ça ressemble à une lettre du roi. Donc il met les enveloppes dans une autre enveloppe avec son écriture à lui, et du coup, l'autre de dépit refuse absolument d'ouvrir les lettres en pensant que c'est son frère qui lui écrit pour lui demander je ne sais quoi, alors que c'est elle qui le supplie de venir, parce que elle s'est rendue compte que elle l'aimait et que comme sa fin est proche, elle aimerait avoir un dernier entretien avec lui, et il ne viendra jamais. Non. c'est ouais. Ah, tu prends cher. Tu prends très très cher. Et quand il arrive et qu'il voit les cendres dans la jarre en jade, dans l'urne en jade, l'acteur il joue bien. Ça, c'est vrai faut qu'on le dise aussi, les acteurs sont globalement bons, avec une mention spéciale pour celui qui fait Wang So, parce que... Lee Jun-gi, je sais jamais, Lee Jun-gi, qui a dû perdre 14 kilos pour le rôle. Il était considéré comme trop rondelet, tu vois, pour le rôle. Parce que comme c'est un personnage c'est un personnage qui est un petit peu, qui est censé être un peu famélique, hein. Il a faim, il n'a pas que de pouvoir et des choses comme ça. Puis c'est un guerrier qui a été élevé à la dure, donc forcément, il était affamé par le clan dont il était l'otage. Il est féroce, hein, c'est vraiment presque une bête sauvage quand il débarque dans le premier épisode. Il arrive, il massacre son cheval. D'ailleurs, c'est même étonnant que tu aies pu survivre après ça. Ça a été chaud aux patates. Hein. Quoi, tu décapites ton cheval? Con, parce qu'il t'arrive en retard. Ça, c'est peut-être un regret dans leur symbolique, c'est-à-dire qu'il commence très fort justement sur... Il l'avait bien fait dans les posters qui étaient... elle, c'était l'eau et lui, c'était le feu. Encore une fois, on part en full rélo. Hein. Et donc, c'est vrai qu'elle arrive, son portail à elle, c'est un portail dans l'eau, puisqu'elle se noie et elle se retrouve plongée dans le Xe siècle. Et elle est, comme on l'a répété plusieurs fois, associée à l'eau dans la série. Et lui, c'est vrai qu'il est... finalement, il met le feu, il en parle d'ailleurs, il met le feu à un arbre aussi, à un moment qui était un arbre auquel il tenait. Enfin, il est... sur les posters, il était avec des flammes, habillé en noir. Il est censé être représenté le chaos. La première fois qu'on le voit dans l'éclipse, c'est sur un fond rouge. Donc c'est vrai qu'au début, t'avais vraiment le yin-yang et en fait ça part à la trappe assez rapidement, j'ai envie de dire. T'as plus cette opposition-là. Toute la série est finalement plus sur le mode aquatique. À chaque fois qu'ils se retrouvent, c'est à côté de l'eau. Sur une barque. C'est des rendez-vous secrets. Ouais. Exactement, il y a la barque. Au bord du lac. Ouais. Il y a la neige qui est importante aussi, donc t'as toute cette eau est vraiment très présente dans le fait qu'il fasse venir la pluie, le fait qu'elle travaille dans les bains royaux, où il y a effectivement... Les bains sont omniprésents. Ils se rencontrent la première fois sur son cheval à lui, mais la vraie rencontre, c'est dans le bassin. Et il lui dit... La première fois qu'elle voit sans son masque. Qu'elle le voit sans son masque, et il lui dit, normalement, je devrais te tuer, tu m'as vu sans mon masque. Et elle fait, quoi Enfin, bon, bref. Alors, il y a l'éclipse aussi qui est importante. Elle, ce serait plutôt la lune, et lui, c'est le soleil. Parce qu'au moment où elle se noie, il y a une éclipse au début de la série.
dans mon souvenir. Oui, c'est au moment où elle se noie, en fait. Voilà, et c'est là que se fait le transfert dans le corps de cette jeune fille du Xe siècle. Sauf que dans la continuité, tu vois, à la fin, quand il se retrouve donc tout seul, t'as une éclipse également. Alors tu te dis, c'est pour ça que tu dis qu'à priori, il y aurait pu avoir un vrai cliffhanger. C'est-à-dire que du coup, au moment où il est seul dans son palais, en dep, t'as le thème musical que t'as au début quand il y a le passage qui se fait, et t'as l'éclipse qui se fait, tu dis, alors attends, du coup, lui, il va repasser, est-ce qu'il va aller se jeter dans l'eau, est-ce qu'il va se passer un truc où il arrive dans le 21e siècle? Bon, en fait, non, il se passe rien, parce que c'est elle qui est retransférée. Bon, elle est déjà morte à ce moment-là, donc c'est pas au moment de son décès, mais c'est vrai que c'est après ça où elle revient dans son corps. Et puis après, il est quand même à dire, écoute, si t'es pas de ce monde-là, parce qu'il repense à un certain nombre de phrases qu'ils ont eues, et il se dit, mais si t'es pas dans ce monde-là, je vais te retrouver. Qui est un cliffhanger d'une certaine manière, hein, parce qu'on se dit, ok, alors est-ce qu'ils vont nous faire comme dans les Chinois, et elle le revoit dans une nouvelle incarnation? Oui, non. Dans une prochaine Bizarrement, t'as l'astronome qui, lui, y est, dans le 21e siècle. Oui, elle le recroise. Donc, voilà, en lui disant, tu sais, à un moment ou à un autre, les choses reviennent toujours à leur place. Et tu dis, est-ce que c'était un teaser pour une saison 2 qui, du coup, encore une fois, n'a jamais eu lieu? Ou est-ce qu'elle n'avait pas sa place de toute façon dans le Xe siècle? Je sais pas. Ce que j'ai trouvé dur dans le dernier épisode, c'est quand elle son corps au 21e siècle, suite à la noyade, elle est restée dans le coma pendant environ 1 an. Donc elle a vécu 8 ans dans le passé, mais il s'est passé qu'1 an au 21e siècle. Donc elle réintègre son corps et au début, elle est amnésique. Et vu tout ce qu'elle a mangé dans le passé, tu dis, j'aimerais autant qu'elle reste amnésique, qu'elle se souvienne pas de ce qu'elle a vécu au Xe siècle, mais malheureusement, elle n'a pas cette chance, puisque dans l'espèce de grand centre commercial, ça ressemble plus à un department store, genre Galeries Lafayette, machin, Macy's. Elle travaille, donc elle a repris son job dans la boutique de cosmétiques, et c'est là que t'as un placement de produit, mon pauvre. Vends ta crème à la rose de Bulgarie. Ah putain, ils se sont fait allumer. Ils l'ont déjà annoncé, hein. Mais il y a du setup et il y a du payoff, parce qu'à un moment, on lui offre de la rose de Bulgarie, justement pour fabriquer ses savons, parce elle régale tout le monde avec ses petits savons. Et donc, elle est dans le stand de cette parfumerie, de cette marque de cosmétiques, et puis un peu plus loin, tu as un espace d'exposition sur l'époque Goryeo, avec des œuvres qui ont été prêtées. C'est genre comme si la fondation Louis Vuitton avait sorti des œuvres de ses collections, de sa collection privée pour les exposer dans un coin des Galeries Lafayette, tu vois, au rayon parfumerie, machin. Et là, elle tombe sur un portrait de Wang Tso, une fois qu'il est devenu roi, et elle se souvient de tout et elle s'écroule en larmes. Bichette, rien ne lui sera épargné, quoi. Rien lui épargné, parce que et puis nous non plus d'ailleurs, parce que tu vois, c'est un retire-larme à ce moment-là, parce que t'es là, parce qu'elle est là en train de dire, je suis désolée, je t'ai laissé tout seul, mon pauvre garçon, et il est effectivement tout seul, et lui, alors du coup, t'as redroit au tire-larme, parce qu'il est là à dire, je regrette le temps que j'avais mon masque avec sa pauvre main sur l'œil, et puis il te regarde face caméra en disant, je te retrouverai. Je l'aurai un jour, et il est tout seul et tout. C'est horrible. Ce dernier épisode, il est monstrueux, quoi. Mais non, j'aurais presque préféré le cliffhanger à la chinoise, tu vois, où tu te dis, peut-être qu'ils auraient une autre... Mais là, cette fin, je la trouve un peu pourrie. Elle est efficace, elle est bien filmée, les acteurs sont bons, mais c'est vrai qu'elle a un goût très amer, hein, cette fin. C'est clair. C'est d'autant plus... Prends-toi ça dans la gueule, hein. Je trouve que c'est d'autant plus tragique. En fait, dans la deuxième partie de la série, quand ça commence à vraiment devenir une tragédie, qu'il y a quasiment plus de blagues, etc., qu'il y a quasiment plus de situations embarrassantes et que ça devient du drame pur, je trouve que c'est un tel décalage avec le début de la série où il y a des moments où franchement tu te marres, que c'est encore plus douloureux de tous les voir crever les uns après les autres. C'est une espèce d'incrédulité permanente, genre mais non, compte tenu de ce qu'on a eu dans les premiers épisodes, ils vont pas nous faire ça. Et puis si, ils crèvent tous les uns après les autres. Jusqu'à la toute fin de la série, on se dit reste amnésique, choupette, t'en as trop chié. Mais non, la mémoire lui revient, c'est horrible. J'adhère pas sur tous les princes, et pareil, toutes leurs histoires secondaires, tu vois, notamment le prince musicien avec sa danseuse. Ouais. Moi, j'ai zappé un peu cette partie-là. Enfin, je l'ai regardé, mais je veux dire, j'ai pas accroché plus que ça. Après, t'as le Choupinet, là, avec le boys band, son espèce de Mulan à lui, là. Avec sa femme ours, ouais, avec son oursonne. Bon, voilà, c'est pareil, Bon, puis de toute façon, juste au moment où enfin, il se dit, finalement, j'aime bien ma femme. Et t'as plus qu'à
qu'à crever, ça y est, tu vois, le lendemain, c'est bon. Alors après, évidemment, il y a la scène dont tu avais commencé à parler, et c'est vrai que, ne serait-ce que pour cette scène-là, on recommande de voir la série. Ouais. C'est-à-dire que c'est une des plus belles scènes de cinéma tout court, hein. Ouais. Elle est superbe. Et alors ils l'ont piqué carrément à la scène au chinois. Hein. Alors je sais pas si c'était dans la nouvelle, hein. Mais c'est vrai qu'elle y est dans la série. Elle fonctionne aussi bien malgré l'horrible coiffure rasée. Bon, donc du coup, elle va plaider. Dame O a décidé de se sacrifier, mais elle décide d'aller plaider auprès du roi, qui est un bâtard. Hein. Alors là, pour le coup. Ah oui. On avait bien aimé celui de Rise of Phoenixes. Là, je le trouve pas assez écrit, le personnage. Je l'aime pas vraiment. Et alors, il y a un truc sur lequel j'ai pas du tout adhéré. C'est justement le moment, parce qu'il lui a quand même fait que des crasses, le moment où d'un coup, il l'a fait venir et on a l'impression que c'est devenu sa meilleure copine, si tu veux. Il lui confie les trucs, c'est elle qui est responsable d'annoncer aux autres quand il est mort parce qu'il y a la question de la succession, il sait que tout le monde va se battre derrière. Là d'un coup ça devient sa personne de confiance alors qu'il s'en est débarrassé, il l'a envoyé chez les lavandières faire l'assommoir là pendant un an ou deux. Tu te dis non mais ça tombe comme un cheveu sur la soupe, ça n'a aucun sens. Tandis que c'est vrai que dans la version chinoise, le personnage qui s'appelle Ruoxi, c'est la chouchoute de l'empereur, mais vraiment elle l'amuse, c'est un petit peu sa dame de compagnie. Elle lui fait des happenings, donc elle lui organise des fêtes d'anniversaire, elle lui fait des soirées, des machins, enfin c'est la partie planeuse si tu veux, la Ruoxi. Donc elle a vraiment un long lien avec lui et à un moment justement il veut la marier parce que comme c'est un petit peu sa petite filleule, tu vois, il veut lui donner un mari et c'est là qu'il choucroute parce qu'elle, comme elle est tombée amoureuse du 4e prince, elle veut pas se marier avec celui qu'on lui propose. Mais là, pour le coup, dans la série coréenne, ça a pas de sens parce qu'ils ont développé aucune relation. Et en plus, il y a eu ce moment où elle, qui est super malaisant, où elle lui est donnée en mariage. Je dis bon, ok, alors il s'apprête à enlever la braguette et tout ça. Bon, j'exagère, mais on en est pas loin quand même. Il a bon, bah ça me fait chier, mais j'y vais quand même. Allez, j'ai un devoir à accomplir. Et je sais pas, pour le coup, j'ai pas compris moyen, ça. Et donc c'est vrai que, et donc du coup, bah, elle veut plaider auprès du roi pour que la dame de compagnie pour que Dame O soit pas tuée à sa place. Et elle se met donc à genoux dans la cour à supplier le roi. Et dans la version chinoise, il y a un truc un peu similaire, mais c'est pas exactement pareil. Donc elle se met pareil à devoir plaider. Elle est vraiment mais toute seule, et le seul qui se présente, c'est le 4e. Là, ils viennent tous. Et alors, c'est vrai que la trahison pour elle, c'est le 8e où elle réalise que ben finalement, celui qu'elle pensait aimer... C'est un gros bâtard. C'est une grosse ordure. C'est un gros lâche. Ouais. Bah voilà, parce tu vois son visage qui s'illumine quand il arrive, parce qu'à ce moment-là, elle est sous la flotte et tout. Elle est encore couverte de sang parce qu'elle sort de la prison où elle s'est fait torturer. Elle boite, elle lèvres éclatées. En plus, il y a la flotte qui tombe. Enfin, elle est au fond du trou. Elle est en hypothermie. Enfin, c'est la loose totale. Elle voit arriver le 8e. Elle se dit, ça y est, l'amour de ma vie va venir me soutenir, faire quelque chose. Bon, il part parce qu'il n'a pas envie de se faire punir par le roi. Les autres, ils restent à l'abri à moitié. Celui qui va épouser le 14e, il reste à distance. Il se met à genoux comme elle sous la flotte à un moment quand même. Donc elle est pas complètement seule. Tandis que dans le chinois, elle est vraiment seule. Par contre, arrive à un moment le 4e. Alors c'est vrai que c'est très bien amené dans la version coréenne parce que il sort vraiment de nulle part. Elle est à genoux et à ce moment-là, d'un coup, t'as la cape. Et c'est vrai que alors c'est vraiment une scène d'amour formidable parce qu'il y a rien qui est dit. Et il est là pour elle, quoi. Ouais, c'est que du visual storytelling parce que même à un moment donné, t'as la musique qui prend le dessus, qui pour le coup est très belle. Au moment où Dame O est pendue, parce que le roi n'accédera pas à la requête, il va pas gracier la dame de compagnie. Donc Dame O est pendue et donc la miss elle hurle, machin, mais tu l'entends pas hurler ou alors c'est assourdi par le bruit de la pluie et la musique. Et elle est dans les bras de Wang So qui la retient parce qu'elle est hystérique, elle se débat et tout. Elle finit par s'évanouir dans ses bras et lui met la main sur la joue. Enfin, ils sont trop mignons. Ils sont trop choupis. Mais oui, mais c'est là qu'elle tombe amoureuse de lui en fait. Parce que même si elle l'aimait bien avant, c'est à ce moment-là qu'elle tombe amoureuse de lui parce que justement elle a compris qu'il l'aimait vraiment. Enfin, il y a une vraie déclaration d'amour là qui est faite. C'est-à-dire que vraiment la différence entre les actes et les paroles, c'est-à-dire que le 8e qui lui a tenu plein de beaux discours, qui était un poète, et ben en fait au moment où elle avait besoin de lui, il a pas été là. Et l'autre, il est présent, il
lui dit même pas je suis là pour toi mon bébé, je suis là. Non, je respecte ta décision au péril de ma vie d'ailleurs, parce qu'il sait très bien qu'il peut se faire tuer par le roi parce que... il va à l'encontre de ses ordres, ouais, tout à fait. Il sera puni d'ailleurs, il est renvoyé après, il doit se barrer. Ouais. Mais donc il est là, il se dit je serai ton abri, je te soutiens dans ta décision. Il la met sous sa cape comme un petit oiseau, et il y a ces très beaux moments où elle se recule un petit peu d'ailleurs pour se mettre sous sa protection. Alors tu peux même penser, tu vois, dans Game of Thrones, à la métaphore au moment du mariage où tu es recouvert par une cape. Oui. Tu prends la cape de ton époux qui finalement elle passe sous sa cape, et ça il le fait sans rien demander en échange, sans rien dire. Voilà, il a été là, c'est absolument superbe. Et pour le coup, bon alors en blanc, c'est vrai qu'en plus t'as vraiment le noir et blanc, yin-yang et tout, qui est très bien fait. Allez, on est dans le minimalisme zen presque, en tout cas pour cette scène, parce que c'est vrai que là la course elle est très minérale. Bon, il y a encore de la flotte, ils sont tout mouillés bien sûr, ils tombent des cordes. Un truc très minéral aussi qui est intéressant, c'était les piles de pierre, les cénotaphes. Les tombes. Ouais, que t'as au début, c'est-à-dire que lorsque la sœur, la femme du 8e prince, elle fait des empilements. T'as plein de cultures où tu fais ça, mais je veux dire, là, pour elle, c'est pour symboliser, je crois, tous les enfants qu'elle aurait, soit qu'elle a perdu, je sais pas si elle a fait des fausses couches, ou des enfants qu'elle voudrait avoir, ou c'est des vœux, en tout cas, tu fais des empilements de pierres pour matérialiser un vœu par rapport à ta famille, je crois. Et t'as le fait que lui arrive et en détruise, et puis doivent les reconstruire, mais il y a beaucoup de symboles comme ça qui sont... bizarrement, tu disais la première partie, elle est plus légère. Et il y a beaucoup de symbolisme dans la première partie, en même temps. Et je trouve que dans la deuxième partie, le symbolisme disparaît. Ouais, au profit de l'intrigue. Ça s'accélère à un moment donné. L'intrigue, elle accélère. Et moi, il y a un passage que j'ai trouvé très dur. C'est, même si elle méritait son sort, entre guillemets, c'est la servante en qui elle avait confiance, qui en fait était amoureuse d'un des méchants princes, là, je sais plus lequel. Elle est battue à mort. En fait, ils enroulaient ça c'est un truc que j'ai vu dans d'autres dramas, ils enroulaient les gens dans des tapis ou dans des nattes et ils les battaient à mort avec des bâtons, machin. Elle essaie de lui épargner ce sort, même si la servante l'a trahi, et non, la servante elle est assassinée devant elle, et ça lui fait un choc. C'est ça aussi qui fout la merde entre elle et Wang So, puisque c'est lui qui a ordonné cette exécution, puisqu'il a découvert la trahison, et elle le lui reproche, quoi. Et il a beau lui montrer les faits, lui dire voilà, elle t'a trahi à ce moment-là, elle l'accepte pas. Donc il y a des décisions qu'il est obligé de prendre en tant que dirigeant ou en tant que futur dirigeant. Avec elle, ça passe pas du tout, et c'est ce qui creuse un fossé entre eux, on va dire. Ça, plus le mariage. Bon, c'est vrai qu'en gros, il a pas eu le choix. Lui, il voulait l'imposer comme sa reine, et puis c'est pas possible pour des raisons politiques. Donc elle serait restée... Et pour la cicatrice. La cicatrice, je pense que comme il a dit c'est moi qui prends les décisions. J'ai envie de te dire, d'une certaine manière, les règles, elles sont faites aussi pour être changées. Si c'est toi le roi, il y a un moment, c'est toi qui décides des règles. Donc il aurait pu très bien changer celle-ci, mais de toute façon elle aurait pas pu être reine à part une deuxième reine ou être une consorte. Elle avait pas d'appui politique, elle avait pas de... Non, elle lui apportait rien du tout, non. Par une consolation. À part de l'amour et une consolation et une présence, mais est-ce qu'ils auraient fini par se déchirer comme ce qui pendait au nez de Nini et Feng Jiwei dans Rise of Phoenix si s'étaient mis ensemble? C'est l'argument qu'elle lui apporte quand elle part, Elle dit il y aura plus que la haine et le dégoût entre nous si je reste. De toute façon, elle savait elle avait un délai de péremption. Elle était bien malade à ce moment-là. Oui, parce qu'à un moment, elle se fait examiner, puisqu'il veut quand même l'épouser. Donc, elle était obligée de te faire son petit certificat médical avant d'aller épouser le roi. Et dire, oui, ma pauvre dame, je vous donne 10 ans maximum. Ouais. Donc, de toute façon... Et puis, la grossesse, ça elle était prête à jouer juste les dames de compagnie. Après, c'est vrai que avec le fait qu'elle était de toute façon très malheureuse avec la pression de la cour, qu'elle avait déjà vu mourir un certain nombre de personnes, elle supportait plus l'ambiance. Non, le palais, c'était plus possible. C'est bien pour ça pour protéger son bébé et puis pour fuir le palais. Après avoir épousé le 14e, à un moment, il y a le médecin qui vient et lui dit je vous avais dit que ce serait pas bien d'avoir un enfant. Oups. Alors ils ont le chic quand même dans les dramas coréens, et là ça loupe pas, c'est tous les ralentis, à chaque fois qu'il l'attrape par la taille, il essaie de lui voler des baisers, et alors t'as tous ces gros plans sur le visage où elle a l'air un peu cruche, je pense qu'elle louche pour pouvoir le regarder parce qu'il est vraiment très près d'elle et tout. Il y a des trucs, c'est un peu t'es là, ouais bon,
ok. Puis avant, faut pas qu'elle... Enfin, elle joue les vierges effarouchées, je veux dire, elle vient du 21e siècle, elle était en couple avec un mec qui l'a trompée, enfin, elle a déjà eu des relations sexuelles hein, dans la vraie vie, hein, donc... je pense, oui. Je trouvais ça... Je trouvais ça un peu abusé, là, de faire les... Pas infantilisant, oui. Elle devrait reconnaître un homme quand elle en a un face à voilà, elle. c'est ça. Je pense qu'elle avait déjà vu le loup, ça va, quoi. Et puis, oui, voilà, tous les ralentis, vus de plusieurs angles, son point de vue à elle, son point de vue à lui. Genre, tu restes dans ses bras, comme ça, dans la position. T'as l'impression que c'est des temps de pause, comme du temps où on prenait les photos sur des plaques de verre. Plus personne ne bouge, et puis c'est pas naturel. Oui, enfin, heureusement, on n'a pas trop de rattrapage à la chinoise, tu sais, avec la fille qui tombe de son escabeau et le mec qui arrive en volant pour l'attraper. Non, ça reste réaliste. Les combats et tout, ça va. Pas trop de filins. Par contre, c'est vrai que c'est pareil, on est dans Bonjour la pudibonderie, hein, comme tu l'as dit, c'est vrai que, bon, bien qu'il y ait des tentatives de bisous, on n'en a pas beaucoup, hein, il y a surtout beaucoup de câlinous, hein, visiblement, bien que, tu vois, à plusieurs moments qu'il y a une vraie frustration sexuelle chez nos princes, hein, c'est quand même limité, et puis après, ils ont quand même une vie maritale, mais là, on s'en balèque, hein, la vie maritale, visiblement, enfin, c'est pas insisté, tu sais qu'ils ont consommé, parce qu'elle a un gamin, mais comment ils ont consommé une fois dans ce que tu vois. On les voit une seule fois au réveil où elle a les cheveux détachés et un peignoir blanc, lui, il est pas décoiffé, il a son peignoir noir, ils sont sous une couverture. Tu dors habillé, ils sont dans le même lit, oh là là, surtout pas à poil, donc tu sais... Là là, tu dors habillé, tu dors avec tes broches de cheveux, tu dors avec ton maquillage, tu dors avec tout. Mais hein, tu te démaquilles pas. C'est vrai que le passage de non, on s'embrasse pas, on couche ensemble, bah écoute, c'est quasiment passé sous silence, quoi. Ah, il manque des étapes. Tu souffles la bougie et puis c'est tout. Hein. Non, c'est vrai que ça, c'est décevant pour ça. Ah ouais, hein. j'aurais préféré... que ce soit plus graduel et qu'on nous le montre. Alors, pas une scène de sexe explicite, mais quelque chose de plus... Là, ça manquait de sensualité, alors qu'il y a plein de moments avant où, malgré la pudibonderie, il y a une sensualité qui est pas au niveau de la sensualité d'un Rise of Phoenixes. Pourtant, alors là, il y a un seul bisou sous l'eau, genre un bisou pour sauver ta vie, quoi. Mais t'as une sensualité qui est omniprésente. Là, on n'est pas tout à fait dans le même registre. C'est plus mignonnet que sensuel. Ah bah, c'est le problème des Coréens, hein, dans les dramas coréen, tout est dans le mignon, hein. Bon bah c'est les rois du câlin, hein. C'est bien, c'est choupi, mais tu vois, c'est vrai que un bisou avec la langue, on n'a rien contre nous, hein. C'est pas pas que ça, mais bon, on se doute. Alors, en plus c'est vrai que c'est amusant parce qu'ils ont pas de problème à mettre le mec à poil, hein. Enfin en tout cas à moitié. Les filles, tu vas pas dénuder une épaule, hein. Ah non, tu vois pas décolleter, rien. Tu vois les mains et le visage, point barre. Hein. Non, puis c'est vrai qu'ils se réveillent dans leur lit, il n'y a pas un pli, le kimono est impec. Tu te dis, ah bah ça a dû être passionné, hein, cette affaire. Ouais, hein, pour tous ceux qui ont déjà porté de la soie... Bon bah il suffit de respirer pour la froisser, hein, donc là je sais pas comment ils font, mais bon. Enfin bon bref, c'est vrai que là c'est peut-être un regret là-dessus, même si venant d'une série coréenne, je savais à peu près à quoi m'attendre, et surtout ce que j'aurais pas, donc bon. Voilà. Bah on arrive toujours à ça. Par contre, c'est vrai que le couple fonctionne bien. Ah, les deux acteurs ont une vraie alchimie, hein, ça c'est sûr. Ils ont tourné dans d'autres trucs et ça fonctionne très très bien. Quoi. Ça fait un très joli couple avec des très beaux moments romantiques, avec un beau drame à la fin, un beau mélodrame. Mais vraiment, tu t'es bien embarqué par leur histoire à tous les deux. Alors c'est vrai qu'après, tout ce qui est la confiture autour, là, avec les petits princes, là, c'était un petit peu... Il y en avait trop pour mon goûter, si tu veux, les princes. Là, ah bah moi je t'avoue qu'un an après t'as vu hein, c'est la mélasse sur plein de trucs, il y a plein de scènes où ils sont tous les deux où éventuellement triangle amoureux, la frustration, la jalousie à ce moment-là, celle-là je m'en souviens bien, et puis t'as toutes les intrigues secondaires, il y a plein de trucs que j'ai zappés parce que en fou quoi, enfin... Les acteurs sont bons, mais tu vois, la dernière fois sur Rise of Phoenix, on arrivait à dire plein de chouchous sur les acteurs secondaires. On n'est pas au même niveau de jeu, hein. Au niveau de la qualité de jeu, on n'est pas au niveau de Rise of Phoenix non plus, hein. C'est pas écrit pareil, certes, mais je dirais que celui qui tire vraiment son épingle du jeu, c'est celui qui fait Wang So. Ah oui. IU, elle est pas mal.
elle est vraiment pas mal, mais il y a beaucoup de choses qui reposent sur le fait qu'elle est jolie et qu'elle a l'air naïve et machin. Celle qui fait la bitch, Yvonne, ça va, mais c'est pas du niveau de ce que Rise of Phoenixes propose. Hein. Bah, puis il y a le fait qu'effectivement, ça commence, je parle dans le jeu des acteurs, le fait que l'ambiance au début soit très choupinou kawaii, que tu peux avoir dans d'autres séries hyper fluff comme Love in the Moonlight, qui est très très bien, mais voilà, qui est vraiment très très sucré. Hein. La première partie de la série, ou en tout cas le premier tiers, là, je me suis dit, mais je vais avoir des caries à regarder cette connerie, c'est quoi ce délire ? Oui, mais du coup, c'est vrai qu'après, tu comprends pas. Le fait qu'ils aient joué aussi choupinou au début, ça gêne sur la suite, quoi, parce que du coup c'est vrai qu'on passe de pour le coup de Boys Over Flowers à Rise of Phoenixes et là j'ai envie de dire que les épaules, enfin je sais bien qu'il y en a quelques, tu en vois un au début qui est là en train d'essayer de travailler sa musculature, hein, bienvenue dans la salle de sport, mais en fait j'ai envie de te dire que pour le coup les acteurs ont pas forcément la carrure pour porter le mélodrame à donf. Oui, là c'est peut-être au niveau de l'écriture qu'il y a un tel décalage de ton. C'est ça. Que c'est pour ça que le seul qui s'en sort, c'est notre Wang So, parce que comme évidemment son personnage n'était pas écrit en choupinou au début, lui ça reste cohérent par rapport à son arc. Ah bah lui il est tragique de A à Z, donc il y a pas de y a pas c'est pas aussi choquant que pour d'autres personnages ou même que pour l'héroïne, c'est sûr. Et ça a été beaucoup reproché à la série, c'est ce qui fait qu'il y a eu des chutes d'audience à partir du milieu de la série, les épisodes du milieu, et ils ont pas pu rectifier le tir parce que tout était enregistré, tout était monté, donc ils ont continué à la sortir comme ça, et ce changement de ton... Du coup on peut dire que c'est vrai ce qu'on lui reproche au début quand il débarque en disant qu'il porte malheur et tout, c'est-à-dire qu'une certaine manière c'est lui qui vient foutre la merde dans le royaume la durée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il arrive, eux ils sont en train de vivre en plein monde kawaii et puis voilà débarquer le mec avec son masque en métal et tout, tu dis oh là là, attention là, c'est un transfuge de fantôme à l'opéra version hard rock qui nous débarque là-dedans, et ils transforment leur monde la durée en d'ailleurs c'était intéressant, les masques, c'était à un moment t'as le passage, alors c'est le seul truc, la seule relation qu'il a avec son père qui mais c'est vraiment des bâtards, hein, je veux dire, le roi et la reine, je veux dire, la reine elle est responsable de sa tête, bon évidemment peut-être que c'est sa culpabilité qui fait qu'elle le rejette d'autant plus, mais le roi pour le coup il sait très bien pourquoi il est dans cet état là, et rejette son fils aussi. La seule chose qu'il fait pour son fils, c'est que tous les ans pour son anniversaire, elle lui envoie un nouveau masque. Vas-y, cache ta face, je t'envoie un masque. Donc il a le masque de l'année, tu vois. Alors du coup, surtout effectivement, quand tu regardes, plusieurs fois, tu te rends compte que son masque est différent. Et il a plusieurs versions. C'est vraiment un truc qu'ils ont choisi délibérément. Ah oui, c'est... Mais qui fonctionne bien. Bon, alors pour le coup, c'est pas... Faut s'habituer au début, on se dit, oh, arrête et tout, avec sa mèche. Parce qu'il a la mèche dessus, sur le masque ouais, il a aussi. tout, ouais. Donc au premier épisode, ça demande un petit temps d'adaptation. T'as l'impression que c'est un peu ridicule, faut rentrer dans le truc. Puis une fois que tu commences à découvrir le personnage, tu fais plus gaffe du tout. Mais c'est surtout que lui, du coup, comme tu dis, c'est ridicule, mais c'est qu'il est en rupture totale avec les autres. Ah bah, il est habillé en noir, il a le masque, il fait la gueule. Et je te dirais que là, ça rejoint Rise of Phoenixes, parce que quand Ning-Yi sort du temple où il était emprisonné pendant 8 ans, les autres princes voient son arrivée d'un mauvais œil, et finalement, c'est lui qui va servir de catalyseur. Bah là, le retour de Wang So à la cour de son père, c'est pareil, ça va servir de catalyseur, parce que faut pas se leurrer, même si ça a l'air d'être le pays des bisounours au tout début de la série, ça complante quand même. T'as déjà des princes qui sont des bâtards, à commencer par le 3e qui est une ordure finie, qui se fait bourrer le mou, machin. Donc ça complote déjà, ça s'empoisonne déjà, c'est pas tout rose quoi. Mais c'est juste que l'arrivée de cet autre prince qui était vraiment le paria, ça change complètement la dynamique dans la cour, et puis ça fout la merde, et puis après c'est là que, sans mauvais jeu de mots, tous les masques vont tomber les uns après les autres quoi. Ils vont tous révéler leur vrai visage. Il a transformé la dynamique de l'histoire en fait. Complètement. Et c'est là qu'il ressemble à Ning-Yi, je trouve. Bah oui, il ressemble à Ning, c'est pour ça que je t'ai dit caca fou caca rencontre Rise of Phoenixes. Mais du coup, ça nous fait un prince de plus à notre collection. Je pense que quand on va bien avoir avancé dans notre playlist asiatique, vous allez voir qu'on va vous faire un best-of par numéro. Alors déjà, on avait notre prince numéro 6, c'est-à-dire Ning-Yi, Liu Lang, là, c'était notre numéro 6. Maintenant, on a un numéro 4, donc qui est Wang So. On n'aura qu'un seul prince héritier, ce sera Ye-Roi. Parce que c'est clair. Et donc, vous allez voir qu'on va vous en rajouter d'autres. À un moment, on va faire notre top 10. On va essayer d'avoir de 1 à 10 nos princes héritiers. Nos princes entre les Chinois et les Coréens. On va avoir des bons numéros, là.
Notre prochain épisode sera retour en Chine, mes amis, avec d'autres complications de cours. Oh là oui, alors là, une collection de garces, de concubines, intrigue de palais, de harem, plus. Hein. Retour au harem, ça va nous permettre de rediscuter de notre copain Monsieur Sourcil dans The King's Woman et de retrouver certains des acteurs dont on a pu vaguement discuter pour 10 Miles of Peach Blossom. Ah ouais. Et qui sont des acteurs qu'on va probablement discuter souvent parce qu'ils sont dans plein de séries asiatiques, donc on va pouvoir... entre Monsieur Sourcil et Dilreba, déjà, ils tournent beaucoup, hein, donc c'est un peu... À un moment donné, on pourra faire... Ils tournent souvent ensemble, hein. à 6 étapes, tous les chemins mènent à Kevin Bacon, tu sais, à un moment donné, il y avait 6 degrees, Oui. Voilà, on va... 6 degrés de séparation, c'est 6 ça. 6 degrés de séparation de... Et oui, parce que je sais qu'ils sont même dans un autre, il y a une autre série qui s'appelle The Flame's Daughter, qui est dans ma liste également, donc sans jouer encore. Ça va forcément ressortir à un moment ou à un autre. Vous pouvez vous lancer dans cette série si vous voulez commencer à la découvrir avant qu'on vous la présente. Et puis regardez Moon Lovers, vous serez pas déçus, mais malgré les petites critiques qu'on a pu faire, surtout si vous êtes rélo, vous allez retrouver tellement une dynamique rélo, ça devrait vous plaire. Et donc on se dit à très bientôt. À très bientôt.